Michel Fugain, bonjour. Bonjour. Est-ce que pour nos internautes, vous pouvez un petit peu décrire votre parcours musical? Parcours musical qui a commencé en 64, parce que 64-65, oui, 64-65, parce que j'ai fait des chansons d'abord pour Michel Sardou, puisque c'est ce qui m'a dérouté du cinéma. En fait, j'étais cinéaste au départ, j'étais assistant réalisateur pendant 3 ans et demi avant de faire de la chanson. Et puis, donc j'ai commencé à faire de la musique pour les autres. J'avais aucune intention de chanter, mais l'époque était telle qu'on vous proposait de faire des disques comme ça. C'était une époque bénie. Et j'ai dit pourquoi pas. Et puis ça a commencé, c'était pas très très passionnant, mais très vite j'ai eu une chanson qui a fonctionné, qui s'appelait Je n'aurai pas le temps, et qui a été un vrai carton. Donc je me suis dit, tiens, c'est un métier intéressant. Puis je me suis, dans un premier temps, déjà arrêté, parce que le métier ne me paraissait pas formidable. Petite bifurcation vers une comédie musicale, un essai de comédie musicale qui s'appelait Un enfant dans la ville. Puis l'enfant dans la ville m'a fait bifurquer vers l'idée d'une troupe. Paf, donc 6 ans après avoir commencé en gros, je monte le Big Bazar, là carton plein. Je dis les troupes parce qu'il y a eu le Big Bazar et compagnie. Le Big Bazar n'a pas duré tellement longtemps, il a duré 5 ans en tout. Et puis après, il y a eu une compagnie qui faisait tout à fait autre chose. C'est vrai qu'on avait un peu l'impression d'en avoir soupé dans la troupe de variété, quoi. Donc on s'était dirigé avec la compagnie vers une sorte de théâtre musical. Avec des canevas des canevas à la manière de la Commedia dell'arte, ce qui nous a occupés pendant 2 ans. Entre-temps, il s'est passé plein de choses, voilà, mais beaucoup de chansons, beaucoup de musique, de la chanson mise en condition, mise en situation. Après quoi, j'arrête, après 72-78, donc fin 78, en gros ça fait 7 ans, 7 ans. Je m'arrête, je vais à Nice monter un atelier de création, un atelier où on apprend à danser, chanter, jouer la comédie. 3 années magnifiques qui sont de loin les plus passionnantes de tout ce que j'ai pu faire, je dis bien, pour apprendre les choses. Et là, j'ai appris énormément de choses aussi. Donc, je suis en train de réaliser que c'est toujours de la musique, mais c'est toujours lié à du spectacle, c'est toujours lié à du spectacle musical, hein, plus que faiseur de chansons. C'est pour ça, quand on me dit je suis un chanteur de variété, je comprends jamais bien, quoi, parce que je me sens pas là, quoi. Après cet atelier, grosse fatigue. Quand je dis grosse fatigue, ça commence par une année sabbatique. Ça correspondait à la fatigue. Et puis, plus rien pendant 5 ans. En fait, l'année sabbatique s'est transformée en 5 ans sabbatiques. J'ai rien foutu, j'étais une espèce de zombie, de rien du tout. Et puis j'ai recommencé en 86, par nécessité, parce que j'étais raide, comme un passe-lacet. Et puis j'ai recommencé. Et là, pour la première fois, j'ai eu l'impression de faire le chanteur. Parce que je n'avais j'avais jamais eu cette impression avant. J'ai fait le chanteur soliste. Donc, si vous voulez, j'ai toujours eu cette impression que tout ce que j'avais fait avant m'avait simplement servi à apprendre mon métier, le métier du chanteur qui arrive en 86, c'est-à-dire très tard. J'avais déjà plus de 40 ballets, j'avais déjà 44 ans. J'ai commencé tard, moi, j'ai commencé vieux, quoi. Mais tout ça était vraiment pas. J'ai vécu tout ça d'une façon très passionnée, quoi. Je trouve que c'est très passionnant. Après, je fais le chanteur. Voilà, et je fais le chanteur pendant 86 à nos jours, ça fait combien ? Je ne sais pas compter. Mais ce qui est sûr, c'est que j'en arrive maintenant au point où ça ne me suffit plus. Voilà. Si je vous parle de musique encore, puisque effectivement j'ai envie de revenir au spectacle musical, mais au spectacle musical qui soit un petit peu plus général que le métier même de chanteur, dont j'ai l'impression que j'ai fait le tour en ce qui me concerne. C'est toujours aussi beau, c'est même beaucoup plus beau maintenant d'ailleurs, parce qu'il y a une complicité qui se crée au fil des années
avec un public qui est d'une grande fidélité, d'une grande amitié même, parce que j'ai plus l'impression que ce sont des amis qu'autre chose. Les rapports qui se sont développés au fil des années, ce sont des rapports très tendres, quoi. Et voilà, mais musicalement, j'arrive au point où ça ne me suffit plus tout à fait. Et j'ai embarqué dernièrement, là, ces 2 derniers mois, sur une comédie musicale, mais c'est pas la comédie musicale en soi, celle-là précisément dont j'ai envie de vous parler, parce qu'effectivement c'est un gros boulot, c'est un boulot pendant 2 ans, 3 ans. C'est le fait que je me mobilise maintenant pour un truc supplémentaire, quoi, une dimension supplémentaire à la création musicale. Voilà. À propos de votre dernier album encore, qui mélange un tout petit peu les genres, mais par contre, vous avez réussi un truc qui, à ma connaissance, n'existe pas dans la chanson, c'est « Tout va bien ». « Tout va bien », qui est une chanson absolument hallucinante. Le texte moi je la qualifierais d'affreusement belle. C'est un peu cynique. Oui. Parce qu'elle est complètement cynique, et la musique derrière est absolument fantastique, lyrique et tout, alors que le texte est bon. Comment ça vous est venu, cette idée ? Parce que ça c'est une mélodie que j'avais la mélodie de Tout va bien, qui est, dans sa forme même, en valeur absolue, c'était une sorte de standard. Hein, c'est un standard à l'américaine. Vous pouvez rien en foutre. Actuellement, vous pouvez rien en faire. Vous pouvez vous le mettre dans un tiroir, ça sert à rien du tout. Et en même temps, c'est tellement... quand on fait une mélodie comme ça, on en est un peu fier, quoi. Je l'avoue très franchement. On en est un peu content. Et on dit, merde, c'est trop con que je puisse rien en faire. Donc, à partir de là, on essaie d'être un peu malin. Et j'ai commencé à repenser à 2 choses, à deux trucs qui ont été 2 informations fortes dans ma vie, mais dans la vie de tout le monde. C'est la chanson de Louis Armstrong dans Good Morning Vietnam, qui vient en contrepoint d'un truc absolument horrible. Et ça a marqué tout le monde parce que c'est tellement fort comme parti pris. Et puis il y avait aussi un truc que les gens connaissent moins, mais qui était une chanson de Simon & Garfunkel, où il reprenait Holy Night, et il y avait un journaliste sur la chanson qui donner les nouvelles du Vietnam. En gros, il y a le support du Vietnam derrière les deux trucs. Et c'était terrible. C'était terrible parce qu'il y a à la fois Holy Night, c'est-à-dire Noël, machin, tout ça, avec les larmes comme ça. Et puis derrière, il y a des événements horribles, des morts, avec une liste de mecs qui est... C'est donc très dur. Et je me suis dit, c'est quelque chose comme ça. J'aimerais arriver à faire quelque chose comme ça. Donc, quand on a commencé à travailler avec Claude Lemel, je lui ai dit, tout va bien. J'aimerais faire une chanson qui dit, tout va bien. Tout va bien, chaque chose est à sa place, les pauvres sont avec les pauvres et personne n'emmerde personne. Ce qui pour moi est le cynisme total et qui est à peu près ce que je pense de cette société, qui est une société molle, où on est dans l'ère de la pensée unique. Dès que quelqu'un lève un peu le ton, tout le monde se retourne comme si c'était une insanité, alors que simplement on peut défendre sa dignité en levant le ton, on peut défendre son pouvoir d'achat, mais c'est déjà moins digne. Mais en tout cas, une éthique, une morale en levant le ton. Mais le climat général fait qu'il ne faut pas le faire. Donc je me suis dit, tiens, on va faire ça. On va dire... Tout va bien, voilà l'image de ce qu'on est. On est des pauvres cons, quoi. On est des pauvres cons qui se satisfont de tout et qui sont bien contents. Et puis les riches font des profits, les pauvres, ils sont devant leur télé, etc. Et Claude m'a fait un texte, je peux pas mieux, quoi, parce que rien n'est appuyé, c'est comme ça, simplement, boum. Et après, pour la travailler musicalement, on était dans une autre merde parce que
On va pas non plus faire Shabada derrière, à l'ancienne, c'est-à-dire comme un standard. Et là, j'ai repensé aux musiques de Waxman des années 50, dans des films américains. Et j'ai dans mon équipe, enfin, il est vrai, il existe pour tout le monde, il s'appelle Cyril Aufort, il a 26 ans. Et il a travaillé avec moi déjà sur le Sardou, mais il a travaillé avec moi parce qu'on se plaît, quoi. On est très copains. Et je lui ai dit Waxman. Et lui qui écrit pour véritablement, c'est un hyper doué, il a fait ah oui. Et il a écrit une partition de cordes qui est absolument sublime, quoi. Et tout le monde s'y est mis, même Jean-Luc Léonardon, qui est mon clavier, a créé carrément le piano qui est dessus, qui est venu après les cordes. Et tout le monde a vraiment travaillé, quoi. On a fait de la musique. On s'est dit, voilà, on avait l'impression de faire la chanson la plus luxueuse de l'album, c'est-à-dire celle que personne n'entendra, en gros, parce qu'on sait bien que ça ne passera pas en radio, et qui a coûté très cher, parce qu'il fallait des cordes, il fallait tout ça. Mais c'est un luxe qu'on se paye, c'est un luxe de musicien, et puis d'artiste aussi, c'est-à-dire, voilà, j'ai l'impression qu'on a fait, vous aimez ça, tant mieux, nous on aime ça aussi, voilà, on s'est fait un grand plaisir, on s'est fait quelque chose, on n'a pas à rougir de ça, quoi. On ne doit surtout pas rougir, en plus, je pense qu'elle arrive en 10e dans l'album, oui, et là on la prend en pleine tronche. C'est-à-dire qu'on s'y attend pas du tout, voyez-vous. C'est, en plus, ça commence effectivement, comme vous dites, cordes, machin, on s'attend à la mélodie, comme vous dites. Et le texte. Oui, c'est ça, il y a un moment. Assis et voilà. Il y a un moment, on ne sait pas ce qui se passe. Il faut plusieurs écoutes d'ailleurs. Il faut plusieurs écoutes parce qu'au début, on commence pas. Quand on dit « et la ville a l'odeur du blé », c'est incroyable. Tout le monde pense au blé, le blé. Alors que c'est le blé, quoi, c'est le blé. C'est incroyable, comme les gens sont tellement au premier degré sur une chanson, c'est fou. Bon, mais le tout, c'est que ça passe au moins 2 fois sur 10, allez. Alors justement, venons, si vous voulez, un petit peu sur Internet et les problèmes que pose le MP3 par rapport aux artistes dont vous faites partie. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que la SACEM va devenir obsolète par rapport aux droits d'auteur que vous touchez? Je peux pas croire que la SACEM deviendra obsolète. Tout ce que je peux imaginer, c'est que la SACEM risque d'avoir à souffrir, nous aurons tous à souffrir, d'une espèce d'harmonisation générale. Pour l'instant, il se trouve que les autres sociétés d'auteurs sont tellement plus mal loties que nous, que les types commencent à gamberger en disant peut-être que nous, on pourrait s'aligner sur la SACEM. D'ailleurs, toutes les sociétés de droits d'auteur viennent d'élire à leur présidence, les sociétés générales du monde entier, viennent d'élire à leur présidence Jean-Loup Tournier, qui a été le DG, le directeur général de la SACEM pendant des années, qui est un type qui connaît le droit d'auteur par cœur, et le droit d'auteur international. Mais c'est pas par hasard, c'est parce qu'ils savent que c'est un gros défenseur du droit. Bon. Alors, moi, je suis étonné surtout d'une chose, et ça, là, je m'adresse à tous les bidouilleurs, tous les gens qui bidouillent sur le web et qui bidouillent en général. J'ai eu affaire à des jeunes gens qui sont venus et qui avaient une intention admirable de créer une start-up ou autre, je ne sais pas, c'était un site en tout cas suffisamment important pour avoir à présenter de la musique, pour avoir à présenter des jeunes, pour avoir, etc. Formidable, à part les bémols qu'on pouvait lui dire, c'est-à-dire que les jeunes qu'il allait à présenter, nous on les connaît tous parce qu'ils nous envoient tous les mêmes cassettes, les mêmes disquettes, les mêmes machins, et que dedans il y a des catastrophes, et c'est pas montrable. Et la majorité, parce que le bon c'est très peu, c'est un pourcentage infime. Donc je fais ce petit bémol-là, et puis il y a un moment où je suis obligé de lui dire, et les droits d'auteur? Il dit, mais il n'y a pas de droit d'auteur, puisqu'on présente des gens. Et là, il a fallu heureusement, il y avait Claude Lemel, qui était secrétaire de la SACEM, en plus de ses fonctions d'auteur, qui était à la maison, et j'ai dit, Claude, puisqu'il passait au-dessus, j'ai dit, Claude, explique-lui, il y a besoin de droit d'auteur ou pas? Il dit, eh ben oui, il y a droit d'auteur, il y a droit d'auteur. Alors, et là, je lui ai expliqué, par le biais de
du bidouillage et de l'informatique. Quand les bidouilleurs de tout poil, j'espère de temps en temps faire partie de l'équipe, hein, mais au moins je fais partie de l'autre côté aussi, quand les bidouilleurs de tout poil savent qu'il faut payer des droits sur des logiciels, pour eux, ça ne fait pas l'ombre d'un problème. C'est du droit d'auteur, c'est des royautés. Et j'ai expliqué ça aux mecs, j'ai dit, ce que vous avez à payer, ce que vous consentez à payer sur les droits d'auteur, sur les logiciels, c'est la même chose pour les musiciens, pour les auteurs, pour les écrivains, pour les photographes. Mais, vous pouvez avoir accès à de la musique, mais il faut accepter qu'il y ait des droits à payer. Parce que c'est comme ça. Sinon, on vit de quoi ? Alors, et qu'on ne vienne pas nous faire le procès en nous disant « Oui, mais tout ça, ça enrichit les maisons de disques. » Mais on s'en fout, nous. On s'en fout. Les maisons de disques, elles nous prennent déjà beaucoup. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit les auteurs, et les compositeurs, et les photographes, et les écrivains qui trinquent encore plus. Sinon, il va falloir qu'on trouve un autre système, et qui là sera nettement plus difficile encore. C'est-à-dire, il va falloir parce que les plus méchants, c'est pas nous, c'est les Américains. Et les Américains ne sont pas les rois du droit d'auteur, hein. Ils vendent des œuvres. D'accord. On doit vendre ? Eh bien, on va vendre en fonction de ce qu'on représente les uns et les autres. C'est-à-dire, voilà, moi, j'ai tant de droits d'auteur dans l'année, il faut que à la fin de l'année, j'ai tant que j'ai la même rentabilité, en gros, en moyenne, de ce que je fais. Je prends forcément la place de quelqu'un, hein, quand je dis tout ça. D'abord, je trouve qu'il faut qu'ils sachent tous que le droit d'auteur est incessible. D'accord ? Et ça a été inventé de façon à ce que jamais un auteur qui peut avoir fait deux choses dans sa vie, jamais un auteur ne soit dépossédé de ses droits. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il pourra toujours toucher un tout petit peu de sous un jour. Voilà. Donc c'est une défense. Et chaque fois qu'il y a un pirate, il y a un moment où on a envie de lui dire « Attention pirate, parce que là, tout ce que tu mérites, c'est quand même soit une paire de baffes, soit un coup de pied dans les fesses. Parce que tu ne respectes pas les créateurs. Et faites très attention si vous ne respectez pas les créateurs, car un jour vous allez vous retrouver, vous, représentant d'une société ou dans une société où il n'y aura plus de création. Ce jour-là, vous allez tous crever. Car ce qui vous tient en vie, c'est vos rêves. Et vos rêves, ils sont forcément stimulés par des créateurs, par de la création. Donc, renvoyez à César ce qui lui appartient. Voilà la position que j'ai. Je l'ai personnellement, je suppose qu'on doit être plusieurs créateurs à avoir le même type de position. C'est pas anti-net, c'est pas anti-Napster, à condition que Napster se plie aux règles, quoi. Si c'est simplement du piratage ou de la diffusion de ce qui lui appartient pas, parce qu'en fait c'est ça, elle diffuse quelque chose qui ne lui appartient pas. Ça s'appelle purement et simplement du vol. Et tout ce que je pourrais regretter de l'essor dans tout ce qui est le web actuellement, c'est que ça n'a été le révélateur que d'escroquerie. Et je crois que c'est au bénéfice de personne. De constater que les jeunes générations sont tout autant porteuses d'escrocs que les générations d'avant, il n'y a pas de quoi s'en féliciter, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Moi, ça me paraît un mot de la fin qui me paraît très bien, à part que... Moi, vas-y, je t'en prie. Votre vision de donc, Internet autre dans les prochaines années, c'est plutôt quoi, simplement ? Idéal, parce que je pense qu'on est battu d'avance. Le net, c'est effectivement l'autoroute de l'information. Alors on peut tout trouver sur le net, et c'est magnifique. Ça c'est des barrières contre tous les fascismes, contre tous les intégrismes, qui va dans le sens de l'évolution de tous les peuples, parce que c'est la même information pour tout le monde, magnifique. Mais en même temps, vous ne pouvez pas empêcher que sur le bord de cette autoroute, il y a des galeries marchandes
Et que ces galeries marchandes font que petit à petit, le net, c'est un souk. C'est une énorme galerie marchande. Et d'ailleurs, il y a toujours une carte bleue quelque part qui traîne. Bon, moi, je ne me balade plus, j'ai plus envie de me balader dans le souk. Je ne suis pas un acheteur à tout crin, c'est-à-dire je ne suis pas un mec qui a envie de se faire fourguer n'importe quoi dont j'aurais pas besoin. Mais c'est vrai que donc je délaisse volontiers ça. C'est un outil de communication fabuleux. Tout dépend. L'évolution du net, elle dépend forcément de l'évolution de nos sociétés occidentales. À savoir, est-ce que nos sociétés vont rester des sociétés hyper marchandes où l'argent est roi, ce qui occasionne toutes les escroqueries possibles et imaginables. Est-ce qu'un jour, les hommes auront envie de donner une image d'eux qui soit plus digne à leurs descendants, c'est-à-dire à ceux qui viennent derrière? Il y a un moment, il faut arrêter d'être égoïste, égocentrique, et en disant qu'on est à la fois le monde vient de commencer avec moi et il va finir avec moi. C'est pas vrai, c'est faux. On est au début de l'humanité. Dans 10 000 ans, on en sera à je ne sais combien, donc quantième démocratie ou forme de démocratie, parce que ce ne sera pas la même que maintenant. Donc c'est quoi l'image qu'on projette sur l'avenir? J'avoue très franchement que les gens qui ne se regardent qu'au présent m'ennuient fort, quoi. C'est des gens qui sont des gens sans imagination, des profiteurs. Mais bon, on ne peut pas attendre non plus de tout le monde qu'il soit créateur, porteur de rêves. Donc il faut s'attendre à ce que, vous avez dû faire ce pourcentage en général, c'est 80-20. Il y a 80% de gens qui ne seront pas, qui font pas partie des créateurs, le pourcentage est bien moindre. Hein. Quand on arrive à mon âge, je peux vous dire que c'est bien moindre. Je ne joue pas les vieux barbons, mais c'est bien moindre. Mais c'est d'accord. Mais il faut au moins qu'on essaie de faire passer l'idée au plus grand nombre que c'est pas la peine de grossir les rangs d'une espèce de racaille, d'une espèce de sous-monde qui passerait son temps à essayer de gratter là, avec une morale douteuse. Et je pense que ça ne profite en rien à l'humanité que nous représentons les uns et les autres. Voilà. Mais vous ne pensez pas que, d'un point de vue, par exemple, de l'éducation, que Internet peut un jour permettre aux petits Africains comme ça, en fait, de pouvoir avoir quand même aussi autre chose, et vraiment, à mon avis, une vraie communication entre guillemets, je dis bien, entre les pays riches et les pays, enfin voilà, un truc comme ça. Ça, c'est sûr. C'est sûr mais elle existe déjà. Elle existe déjà, cette communication. C'est-à-dire que dans tous les pays non développés, il y a des surfeurs. Il y a des mecs qui sont au bout et qui cherchent, et qui communiquent, et qui prennent qui prennent des contacts. Les disparités sont telles que les mecs dans un pays non développé, le type qui a des mains sur un clavier et qui est sur Internet, c'est déjà un favorisé. D'accord ? Est-ce que ce favorisé-là va profiter de sa situation, de son privilège pour le faire partager à ses semblables dans sa société? Ça, c'est encore une autre paire de manches. On a alimenté combien de gens qui étaient censés être des gens qui pouvaient prendre le pouvoir dans des pays et qui l'ont gardé et qui l'ont jamais partagé. Donc, faut pas être béat, faut pas. Je ne crois pas qu'il faille être utopiste. On dit, il y a un magnifique outil. On espère que dans 1000 ans, cet outil-là aura été peaufiné, magnifique, que ce sera véritablement quelque chose de très très fort, et la communication universelle, et qu'on sera tous, je n'y crois pas encore, qu'on sera le plus possible à avoir le même type d'information. Je ne veux pas être pessimiste, je veux pas montrer une mauvaise image, mais on a d'ores et déjà dans nos sociétés, nous, des gens qui pourraient avoir accès.
et puis qui n'y vont pas. Ils n'y vont pas parce que ça les emmerde, parce que parce que ça raconte des trucs, ou alors qu'ils vont sur des sites de cul. Moi je veux bien, mais bon, qu'on dise assez. Il va falloir qu'on commence à dire aux cons qu'ils sont cons. Sinon, parce que comme ils sont les plus nombreux, excusez-moi, mais comme ils sont les plus nombreux, faites gaffe parce que là, ça fait beaucoup d'eau dans le vin, quoi. Vous avez créé votre propre site web. Oui. Vous voulez en faire quoi? Quel est le but? C'est oui, c'est affectif. J'ai l'impression que c'est assez affectif. On sait bien qu'on a presque des équipes, quoi. Alors on est toujours content quand quelqu'un qui n'a pas vu le site vient et qui dit tiens, c'est pas mal ton truc, je te connaissais pas, finalement t'es pas si mal que ça. Bon, alors très bien. Mais c'est très affectif. Je suis pas un chatteur, je sais pas faire encore. Je suis pas chatteur. J'ai découvert ça ce matin. Mais bon. J'aime assez penser que je peux intervenir et je peux intervenir à la fin de la page, à la fin dans la page d'info. Et d'ailleurs, je les ai prévenus. J'aurais dit si vous avez des questions, posez-les par mail. Moi, ils me sont retransmis. Je peux pas répondre à tout le monde parce que ça devient un calvaire, quoi. J'avais essayé, hein. Sur le premier site, j'avais essayé. Et puis à un moment, on pousse, quoi. Je peux pas, les mecs. Je vous dirai un autre truc tout à l'heure, parce que c'est à propos des réponses de mails comme ça, c'est très particulier. Mais s'il y a des questions qui reviennent d'une façon récurrente, j'imagine bien que j'ai envie, moi, maintenant, de le faire de chez moi. Paf, d'un seul coup, je me retrouve avec une demi-heure devant moi. Pouf, je remplace sur le site, je remplace ce qu'il y a. Et c'est une communication indirecte, mais moi, j'aime assez l'idée. C'est tout ça, c'est dire, donner le maximum d'informations. Par exemple, on est en train d'essayer de mettre une bio qui soit la plus exhaustive possible. J'ai pas pu faire autrement que de mettre maintenant en exergue, attention les gars, parce que là il faut lire. Là. je mets quelque part, je sais que le pouvoir de concentration d'un surfeur moyen est de 14 secondes. donc, si bon, laissez faire, c'est pas pour vous. C'est pas exactement pour vous. Si vous voulez y aller, vous y allez, mais c'est pas exactement pour vous. Une bio qui soit la plus exhaustive possible, s'adresse à des journalistes, ça s'adresse à des mecs qui cherchent de la doc, quoi. Ça sert à tout ça, un site. C'est un truc qui trahit le moins possible. Alors il y a un truc que je voulais vous dire et qui m'a frappé et qui m'a un peu navré. J'ai eu 3 expériences de mail qui étaient particulière, quoi. C'est-à-dire avec une vraie communication et qui s'est soldée par un truc très particulier. Je prends un jeune mec qui s'appelait Nicolas et avec lequel j'ai véritablement communiqué en tant que Michel Fugain. Il savait que c'était moi, hein, il n'y a pas de problème, avec tout l'attirail du petit mec qui rigole et tout ça, une espèce de truc obligatoire. Et des A+, des A+, puis on a un truc suivi, je connaissais tout, il m'a raconté ses examens, puis je fais l'Olympia, et là, je suis un tchatcheur, moi, à la fin, je descends, je parle avec les gens, on parle, ça dure une plombe et demie, 2 heures même. Et j'étais là, je parle, là, puis petit à petit, tout le monde s'en va, rentre chez soi, parce qu'il commence à avoir sommeil. Et vers la fin, il y a un mec qui est là, qui n'est pas bougé depuis le début, et qui me fait « Salut, je suis Nicolas. » « Oh, Nicolas !» Je ne m'attendais pas, c'était le Nicolas des mails. « Ah, Nicolas, tu vas bien ?» Tac, tac, on parle un moment, on parle, alors tes examens, tout ce qu'on a à se dire. Bon. Je n'ai plus jamais eu un mail. Plus jamais eu un mail. Et autre truc, avec une fille avec laquelle je communique, qui est une fille intelligente, qui est une fille responsable, même dans des secteurs importants de la gestion dans une région. On sait qu'elle a une maison en Corse, pas loin de chez moi, à Galéria, alors que je suis à Île-Rousse, ou presque. Et on communique, on communique tellement qu'au bout d'un moment, on dit, on a nos numéros de téléphone, je dis, bon, écoute, elle s'appelait Flo,
un jour, on était à Paris, on bouffe ensemble, quoi. On va tchatcher, on va parler, on va refaire le monde. Et je l'appelle sur son portable. Elle semble étonnée que je l'appelle. Et elle me dit, oui, alors, écoute, la semaine prochaine, on pourrait... je dis, merde, mais ça manque d'enthousiasme et tout. Et la veille, je reçois sur mon truc un message, écoute, demain, je peux pas. Plus un mail. Oh, j'ai dit, merde, il y a quelque chose. Et il y a quelque chose qui, est, à mon avis, est du domaine de la psychanalyse, c'est le passage de la virtualité à la réalité. Voilà. Cette virtualité dans laquelle on est seul chez soi et on y est bien, c'est confortable, que vous m'empêcherez pas de considérer comme un peu une autre forme de solitude. Et là, je suis forcément, je suis forcément en état de suspicion, quoi. C'est-à-dire, je dis attention. Aussi parce reconnus et qui sont peut-être eu aussi à un moment de, je sais pas, de peur. C'est pas appréhension. forcément facile. Faites-vous rencontrer? Trop facile. Trop facile. Sinon, sinon, dans ce cas-là, il faut me faire le mail. Il faut me dire, écoute, très franchement, puisqu'on se parle quand même, hein, c'est fait pour communiquer. On se parle. Qu'on me dise alors, écoute, je me suis rendu compte que j'ai affaire à quelqu'un qui n'est pas normal, pas le vulgum pecus normal. Et là, je vais, moi, en réponse, lui faire « Tu déconnes ou quoi ?» Voilà. C'est de quoi tu me parles, là Si je te réponds, c'est que j'ai envie de te répondre. Et il y a des mails auxquels je ne réponds pas parce qu'ils me cassent les couilles, parce qu'ils me parlent de choses qui ne m'intéressent pas. Mais quand je sens de l'humanité en face, j'ai envie de communiquer avec de l'humanité. C'est très curieux, c'est très curieux. Il y a un truc encore qui n'est pas tout à fait digéré. C'est tout ça, c'est nouveau. Je parlais du chat ce matin. Que j'ai fait ce matin, c'est curieux cette espèce de qui part comme ça, il y a plein de trucs qui arrivent en même temps. On en retire une impression de noyade dans plein de... Et il faut être drôlement calé pour savoir qui pose la question, qui se parle à qui, parle à qui. Il faut être vachement vigilant. Mais j'y arriverai, hein, je saurais chatter. C'est passionnant, il y a tous ces trucs, on est tellement nombreux, il y a tellement d'individus et de personnalités qui sont branchées, des personnalités claires, des personnalités fourbes, des personnalités qui ne disent pas tout de suite. Tout ça, c'est un melting pot fantastique. Je voudrais simplement ne pas avoir à regretter un jour, mais pour nos descendances respectives, que nous n'ayons pas à regretter que ce soit simplement un magnifique outil, un magnifique moyen de communiquer qui soit dévoyé, quoi, et qui soit mal utilisé. Je sais bien que, si on prend par exemple la radio, qui est un média qui est très courant, hein, la radio, si on regarde bien, elle est devenue un micro-trottoir. Et que derrière l'anonymat de la radio, on s'appelle simplement par un prénom, hein, souvent. Hein, il y a des choses qui sont terribles, quoi. En même temps, je parle de la radio, mais la télévision, on voit ça se discute, où on a des tordus, tous les tordus de la Terre qui viennent étaler leur tare. Il y a un moment où ça devient caca, quoi. C'est pas bien. Et en même temps, les gens semblent montrer ils sont encore assoiffés de Big Brother, de conneries, le loft, je sais pas quoi. Et à un moment, c'est désespérant. On dit, mais c'est ça votre vie, les gars, c'est ça dont vous rêviez, c'est ça dont vous rêvez. Parce que c'est vrai qu'après de 60 ballets, merde, nous, on n'a pas rêvé ça. Tout ce qu'on peut se reprocher, c'est d'avoir été optimiste
à chaque fois en disant mais ça va forcément s'arranger, c'est les b.a.-ba, donc c'est les espèces de circonvolutions ou non, comment on appelle ça, des trucs quand ça brasse au départ, c'est jamais clair, puis on dit ça va s'éclaircir. Ça c'est toujours éclairci dans le sens du pire. C'est-à-dire qu'en gros, Guy Lux, c'était Shakespeare à côté de ce qu'il y a maintenant. C'est-à-dire qu'en gros, les trucs de prime time, c'était carrément des trucs culturels par rapport à ce qu'on a maintenant. Il semble que plus on va et plus ça se développe et plus on laisse les gens, quand on tient compte de l'audimat, parce que tout le monde, je suppose que vous en tiendrez compte aussi un jour, c'est-à-dire il va falloir faire même sur le web des trucs qui sont vus, d'accord ? Donc on en est encore au stade où on peut encore parler sur le web, c'est encore une friche, quoi. Hein ? Et plus on va vers la dictature de l'audimat, et plus on va vers le nauséabond, la partie la plus nauséabonde de ce que nous avons en nous, quoi. Vous écoutez de temps en temps, mais les radios sur Internet ou les non, jamais. Internet, Non, jamais, j'avoue. C'est déjà un petit peu mieux. Ah ouais ? C'est un peu plus libre, voilà. J'irai faire un tour, Ouais, j'irai faire un tour. Mais c'est vrai que... Mais un jour à l'autre, bon, ça risque de devenir sensiblement mais la même chose. Mais bon, aujourd'hui, ça reste encore... C'est encore une friche, donc c'est encore un pays de pionniers, quoi. Il y a entre copains, voilà... C'est encore un pays de pionniers, et puis on le sent, et puis c'est tant mieux, Mais bon, pour avoir de l'espoir, il ne faut peut-être pas demander à un mec de ma génération. Parce que j'ai plus tout à fait confiance dans l'espèce humaine telle qu'elle est là. Il va y avoir de tels désastres. Je ne fais pas de la prophétie à bon marché, je dis ce que je crois. Hein. Il va y avoir de tels désastres parce qu'il y a des options mondiales qui se goupillent de telle manière qu'un jour, il va y avoir, on va passer forcément par une féodalité d'une poignée de riches, d'accord ? Et que les autres vont mettre un petit peu de temps pour réaliser qu'ils sont pieds et poings liés par cette poignée de riches, qu'il va y avoir une catastrophe. Hein, ça, c'est à peu près sûr. Il va falloir en tout cas du temps pour réaliser qu'il est temps que le balancier retourne ailleurs, quoi, et revienne à quelque chose de plus normal. Et dans ce cas-là, on pourra peut-être imaginer qu'une autoroute de la communication, c'est fait pour le bien, c'est fait pour le chouette, et pas uniquement pour les tordus qui ont envie de faire de l'argent, quoi. J'en pensais une chanson de vous que je trouve assez exceptionnelle, c'est « Je suis bien ». Vous êtes sur un arbre, vous savez, celle-là, elle est géniale, elle est fantastique. Et je fais le parallèle entre « Je suis bien », qui est la partie peut-être un peu bourré, voilà, mais bien. Un peu bourré, bien. J'adore, c'est fantastique. Et tout va bien dans votre dernier. Il y a bien dans le titre, à chaque fois. Et c'est vos deux parts d'ombre. La part d'ombre sympa, dans le premier, la part optimiste, un petit peu comme vous disiez tout à l'heure. Et dans le dernier, c'est vraiment la part... Le pessimisme quasiment total. Mais les gens ont toujours l'impression que je suis un optimiste à tout crin. C'est pas vrai. J'ai tendance, c'est vrai, à voir volontairement le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Ça, je le soutiens. Je vote des deux mains. Mais on n'a pas. Je pense pas qu'on. Après c'est une position. Soit on est rock'n'roll, je dirais, et on dit et on casse. Mais si vous voulez, là encore, je peux tenir une position, c'est-à-dire que je soutiens moi que le rock'n'roll est un mode d'expression petit bourgeois et que cette expression petite bourgeoise, elle joue à se faire peur. Mais qu'en fait, ils portent en eux une espèce de douceur à la con, ou alors, c'est l'envie de se faire peur, quoi. Mais notre cinéma est comme ça. Nos petits bourges sont en train de se faire peur en se faisant des films de banlieue, quoi. C'est terrible, terrible. Là, il y a des coups de pied au cul qui se perdent. Mais bon, c'est le temps qui va remettre ça en place. Hein. C'est le temps qui remettra ça en place. Il va évacuer le bébé et l'eau du bain. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je pense qu'on n'a pas, nous, à soutenir quoi que ce soit, ni que c'est bien, ni que c'est mal. On est
on a plus à faire attention à n'être pas je dirais, en pléonasme avec la société. Quand une société dort, c'est à nous de la réveiller. Quand elle est réveillée, ils nous demandent de l'endormir. Et pas de l'endormir. Je prends un exemple. Pendant la Commune, il y a des mecs qui se faisaient flinguer contre les murs. Il y a des types qui menaient une vie très très difficile toute la journée parce qu'ils se battaient contre les Versaillais. Et ils ont payé le prix fort. Sauf que le soir, quand ils allaient dans l'estaminet du coin, à la Gervaise, ils rentraient et ils buvaient un canon, et ils demandaient à des mecs de leur chanter des chansons d'amour. D'où, pendant une période très difficile, on chante plutôt le temps des cerises, qui est une chanson d'amour. Ou pendant une période difficile de 36, on chante plutôt « Boum quand votre cœur fait boum » où il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. C'est-à-dire, c'est là où l'art est toujours en contraste avec la société dont il est issu, parce que quand il est en pléonasme, ça ne respire pas bon, quoi. Je dis bien, une société qui dort, à nous de la réveiller. Une société qui dort, qui bouge, à nous de l'accompagner avec de la douceur. Tout va bien. Mais tout va bien parce qu'on est des denrées périssables et qu'il va y en avoir encore pendant j'espère 1 million d'années de denrées périssables qui seront issues de ce que nous sommes. Donc Michel Fugain, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.